Sur les hauteurs de Saint-Pierre, en Martinique, l'air sentait le sucre brûlé et la pluie salée. Les collines étaient couvertes de champs de canne où la sève collait aux doigts comme du sang chaud. À l'horizon, la mer battait les rochers en grondant, comme si elle savait qu'un drame se préparait dans la grande maison blanche du domaine de la Croix-du-Vent. Le colonel Henri de Montfaucon, propriétaire du plus vaste domaine sucrier de la côte, veillait seul devant le cercueil de sa femme, Éléonore, morte après une fièvre tropicale qui l'avait consumée en 3 jours. Il n'avait pas versé une larme. Ses yeux fixaient la flamme des bougies, vacillantes, avec la rigidité d'un homme qui ne sent plus rien. Pourtant, quelque chose bouillonnait en lui. Pas la douleur, mais une rage froide, un vertige moral qu'il n'avait jamais connu. Henri avait 60 ans. Il avait vu mourir des centaines d'hommes sous le fouet et en avait puni d'autres de sa propre main. Il avait hérité du domaine à 20 ans quand l'esclavage faisait encore la loi. Après 1848, quand la République avait proclamé l'abolition, il avait gardé ses travailleurs sous contrat, changeant seulement les mots, pas les chaînes. Il se disait libre de Dieu et maître de la terre. Mais la mort d'Éléonore avait ouvert en lui une fissure. Dans ses prières nocturnes, il entendait sa voix. « Tu mourras riche et seul, Henri, et ton nom disparaîtra comme la cendre du sucre. » Ce soir-là, il but lentement un verre de rhum face au portrait de sa femme. Puis il appela un domestique. « Dis à mes filles de venir demain. J'ai une décision à leur annoncer. » Le lendemain, la maison s'emplit d'un silence de cathédrale. Les 4 filles du colonel arrivèrent, vêtues de deuil. Madeleine, l'aînée, fière et glaciale. Claire, pieuse et docile. Émilie, rêveuse et mélancolique. Et la plus jeune, Rose, vive, insolente, l'unique étincelle encore allumée dans cette famille d'ombre. Elles prirent place dans la grande bibliothèque où les murs transpiraient l'humidité et l'histoire. Le colonel entra, droit comme un cierge, un dossier de cuir sous le bras. Son regard passa sur chacune d'elles, pesant, presque paternel, presque juge. « Mes filles, dit-il d'une voix grave, votre mère est morte sans paix. Elle m'a laissé un fardeau, celui de nos fautes. » Madeleine fronça les sourcils. « De quelle faute parlez-vous, père? De celle de nos terres, de celle de notre nom, de ce que nous avons bâti sur le dos des autres. » Les sœurs échangèrent un regard inquiet. « Père, dit Claire, ce sont les lois du monde, pas les nôtres. »« Non, répondit-il sèchement. Ce sont les lois des hommes, pas celles de Dieu. » Il posa le dossier sur la table, l'ouvrit, et sortit 4 parchemins scellés. « J'ai pris une décision. Chacune d'entre vous épousera un homme libre du domaine. » Un silence lourd tomba, si dense qu'on entendit le vent frapper les volets. Rose rit, croyant à une mauvaise plaisanterie. « Un homme du domaine, vous voulez dire un créole ?»« Non, répondit-il calmement. Je parle d'hommes nés esclaves. » Le rire s'éteignit aussitôt. Claire pâlit. Émilie porta la main à sa bouche. Madeleine se leva d'un bond. « Père, vous voulez nous détruire ?»« Non, je veux que mon nom se rachète. » Il marcha lentement vers la fenêtre. Dehors, on voyait les champs de canne, les silhouettes sombres au travail, les cris lointains du commandeur. « Ces hommes ont porté nos fautes, dit-il. Ils ont sué pour nos péchés. Il est temps que notre sang se mélange au leur. C'est une folie, s'écria Madeleine. Vous allez faire de nous la honte de Saint-Pierre. Alors portez cette honte comme un drapeau, répliqua-t-il. Claire fondit en larmes. Vous ne pouvez pas. J'ai déjà choisi. Il sortit les 4 noms. Mathieu, né au Congo, ancien intendant. Jean-Baptiste, charpentier et poète, Siméon, guérisseur de la Côte de l'Or, et Étienne, musicien de la sucrerie. Vous les ferez venir ici demain. Vous apprendrez à les connaître. Dans 6 mois, les mariages seront célébrés. Émilie chuchota. Et si nous refusons? Henri de Montfaucon tourna vers elle un regard sans pitié. Alors je vous déshérite. Vous quitterez cette maison sans nom et sans dot. Quand il quitta la pièce, un froid surnaturel sembla envahir les murs. Les filles restèrent pétrifiées. Il a perdu la raison, murmura Claire. Non, dit Madeleine, il a perdu son âme. Rose serra les poings.
Et si c'était lui qui avait raison? Peut-être qu'il veut enfin réparer. Madeleine se tourna vers elle, furieuse. Réparer? Nous n'avons rien à réparer? Rose soutint son regard, la voix tremblante. Toi non. Mais moi, j'ai honte depuis que je sais d'où vient notre richesse. Le vent s'engouffra dans la pièce, faisant claquer les volets comme des coups de fouet. Aucun d'eux ne le savait encore, mais ce jour-là, le pacte du colonel venait d'être scellé. Un pacte de sang et de mémoire. Un serment qui allait détruire tout ce qu'il avait voulu sauver. Et dehors, dans les champs de Cannes, 4 hommes ignoraient encore qu'ils allaient bientôt devenir les instruments d'une rédemption maudite. Le lendemain, dès l'aube, un bruit singulier secoua le domaine de la Croix du Vent. Des pas rythmés, des chaînes qu'on ne portait plus, mais dont le son semblait persister dans les oreilles de ceux qui avaient vécu sous elle. Les 4 hommes convoqués par le colonel marchaient lentement à travers la cour, chacun portant dans sa démarche une histoire différente, mais dans leur regard brûlait la même flamme, celle de la survie. Henri de Montfaucon les observait depuis la galerie. Ses filles étaient derrière lui, muettes. La lumière du matin filtrait à travers les persiennes, découpant leurs visages comme des ombres de confession. Il dit d'une voix solennelle, « Approchez, mes fils du travail. Aujourd'hui, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle homme libre. » Les 4 levèrent la tête, surpris. Depuis 10 ans, ils avaient été affranchis sur le papier, mais jamais dans la parole d'un maître. Henri continua. « Vous avez porté ce domaine plus que moi-même. Sans vous, la Croix du Vent ne serait qu'une terre stérile. Je ne puis effacer le passé, mais je puis offrir un avenir. » Il fit signe à un domestique d'apporter une table où reposaient 4 documents et 4 clés. Ces papiers sont vos titres de liberté définitive, scellés devant le notaire de Saint-Pierre. Ces clés ouvrent les portes de maisons qui seront les vôtres si vous acceptez ce que je vais vous dire maintenant. Un silence épais suivit. Les 4 hommes se regardèrent. Puis Henri ajouta, d'un ton qui trahissait à la fois la foi et la folie, « Chacun de vous épousera une de mes filles. » Les mots tombèrent comme une détonation. Une des filles, Claire, étouffa un cri. Rose, la plus jeune, fixa son père comme si elle voulait lire dans son âme la raison d'un tel serment. Les 4 hommes, eux, restèrent pétrifiés. L'idée même de l'union entre un maître et un ancien esclave relevait du sacrilège. Henri désigna le premier. « Mathieu, dit-il. Né sur les côtes du Congo, instruit au sein même de cette maison. Tu sais lire, compter, écrire. Tu as administré mes récoltes mieux que n'importe quel blanc. Tu es digne de diriger ces terres. » Il se tourna vers Madeleine, l'aînée. « Ce sera toi, son épouse. Il t'enseignera ce que c'est que gouverner avec justice. » Madeleine resta immobile, la mâchoire serrée. Son regard passa de son père à l'homme noir devant elle, un regard non pas de mépris, mais d'incrédulité absolue. Puis il désigna le second. Jean-Baptiste, dit Créole, né ici même, charpentier, sculpteur, bâtisseur. Tes mains ont relevé la chapelle quand les cyclones l'ont abattu. Il posa la main sur l'épaule de sa fille Isabelle. Toi, tu apprendras à construire avec lui, pas des murs, mais des ponts. La jeune femme baissa les yeux. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais d'un sentiment qu'elle ne comprenait pas encore, la honte de sentir en elle une curiosité coupable. « Siméon, » continua le colonel, « guérisseur de la côte de l'or, tes potions ont sauvé mes ouvriers et ma propre femme avant qu'elle ne meure. » Il regarda Caroline, pieuse et fragile. « Que ta foi et la sienne s'unissent. Dieu ne fera plus de différence entre vos prières. » Enfin, il se tourna vers le dernier. « Étienne, musicien, tes chants ont accompagné les morts et les vivants. Tu connais la douleur comme peu d'hommes la connaissent. » Il posa les yeux sur Rose, la plus jeune. « Toi, ma fille, tu as toujours défié les convenances. Peut-être est-ce toi qui comprendras que le cœur ne connaît ni couleur ni rang. » Rose pâlit. Leurs regards se croisèrent une seconde, et ce fut comme un orage contenu. Après cette annonce, Henri les congédia. Les 4 hommes s'inclinèrent, sans parler. Ils sortirent lentement, le souffle court. Dans la cour, ils s'arrêtèrent sous le grand manguier.
Étienne dit à voix basse, « Il a perdu la raison. » Jean-Baptiste répondit, « Ou bien il a trouvé la vérité trop tard. » Mathieu le plus vieux ferma les yeux. « Qu'importe sa folie, ce qu'il vient de dire changera tout, pas seulement pour nous, mais pour eux. » Siméon murmura, « Ou bien nous mourrons tous avant d'en voir la fin. » Le soir, dans sa chambre, Henri écrivit dans son journal, « Que Dieu me pardonne. J'ai pris le rôle du bourreau trop longtemps. Si le sang doit se mêler pour effacer mes fautes, qu'il en soit ainsi. Que ma lignée meure, mais que la justice respire. » Il signa, posa la plume et resta un long moment à regarder les flammes. Il savait qu'il venait d'allumer un feu que rien ni personne n'éteindrait. Les semaines suivantes, Saint-Pierre tout entière bruissait de rumeurs. Les prêtres murmuraient que le colonel avait vendu son âme. Les voisins, colons et négociants juraient qu'ils ne commerceraient plus jamais avec lui. Et pourtant, sur le domaine, tout continuait à tourner. Les champs de canne ondulaient sous le vent, mais quelque chose dans l'air avait changé. Chaque matin, les 4 hommes venaient au grand salon pour assister à ce que le colonel appelait « le temps des connaissances ». Les filles, forcées d'être présentes, devaient converser avec eux, apprendre leurs histoires, leur langue, leur silence. Madeleine, d'abord glaciale, découvrit que Mathieu connaissait les philosophies qu'elle croyait réservées à Paris. Isabelle observait Jean-Baptiste tailler le bois et, sans le vouloir, se surprenait à admirer la beauté de ses gestes. Caroline, pieuse, demandait à Siméon des prières africaines qu'elle comparait aux psaumes. Et Rose écoutait Étienne jouer de la flûte le soir à la lumière de la lune, sans comprendre pourquoi sa poitrine se serrait. Mais si dans le domaine le vent semblait porter un souffle nouveau, la ville, elle, grondait. Des pamphlets circulaient, anonymes, le sang de la race blanche souillé par la folie d'un vieillard. Les filles Montfaucon promises aux sauvages. Les voisins cessèrent de venir. Le notaire refusa de signer les actes. Le prêtre de la paroisse de Saint-Pierre se déclara malade quand on lui demanda de célébrer des mariages. Le colonel, seul contre tous, répliqua « Si l'Église se tait, Dieu parlera à travers le vent. » Et ce vent, depuis ce jour-là, ne cessa plus jamais de souffler sur la croix du vent. Dans son bureau, chaque soir, Henri comptait les jours. Il savait que sa décision serait sa ruine, mais il espérait qu'au bout de la honte, il trouverait la paix. « Je ne cherche plus la bénédiction des hommes, » écrivit-il. « Je veux seulement que mes filles comprennent que la vraie noblesse ne vient pas du sang, mais du pardon. » Dehors, les 4 hommes regardèrent les étoiles. Étienne dit « Le maître croit qu'il nous sauve. » Mathieu répondit « Il se trompe, ce n'est pas nous qu'il sauvera, c'est son nom. » Et dans le silence de la nuit, les tambours lointains des cases répondaient aux cloches de la chapelle, comme 2 mondes qui, pour la première fois, battaient au même rythme. Au début, tout ne fut qu'un murmure, une rumeur glissant de bouche en bouche, portée par le vent des collines jusqu'aux ruelles étroites de Saint-Pierre. Les vendeuses du marché furent les premières à en parler. « Tu as entendu ? Le vieux colonel de la Croix du Vent veut marier ses filles à ses anciens esclaves. Mensonge! Personne n'est assez fou. C'est écrit dans le registre du notaire, j'ai vu le cachet. » Le scandale prit feu comme un champ de canne sous le soleil. En quelques jours, la nouvelle atteignit les salons des notables, les sacristies, les cafés du port. Les hommes riaient nerveusement, les femmes chuchotaient derrière leurs éventails. Les uns parlèrent de folie, les autres de sorcellerie. À midi, le père Fabien, curé de la paroisse, fut convoqué chez le gouverneur. « Mon père, dit le fonctionnaire d'un ton sec, vous refuserez de bénir ces unions. C'est une offense à la morale et à la race. » Le prêtre pâle répondit « Mais le colonel menace d'organiser les mariages sur ses terres, dans sa chapelle privée. Alors faites en sorte que cette chapelle reste fermée. » Mais Henri de Montfaucon n'attendit pas la permission du monde. 3 jours plus tard, il envoya des invitations scellées à ses voisins. Un parchemin simple, écrit de sa main « Le 22 avril 1858, j'unirai mes filles aux hommes libres de la Croix du Vent. Que ceux qui croient en la justice viennent témoigner. Que les autres gardent le silence. » Le jour venu, la ville entière semblait retenir sa respiration.
Les cloches sonnèrent l'Angélus, mais personne ne pria. Dans la grande maison, les 4 filles se tenaient prêtes, vêtues de blanc. Elles ressemblaient à des fantômes. Leurs robes, autrefois symbole de pureté, paraissaient aujourd'hui comme un linceul. Madeleine pleurait en silence. Claire murmurait des psaumes. Émilie restait immobile, le regard perdu. Rose, la plus jeune, fixait son père. « Tu nous condamnes, dit-elle. »« Non, répondit-il. Je vous libère. » Au même moment, dans la cour, les 4 hommes attendaient. Leurs visages étaient graves, fiers. Ils portaient des chemises propres, taillées dans du lin blanc. Ils savaient que ce jour marquerait leur vie, qu'ils deviendraient symboles ou cibles. Ils n'avaient plus peur. Le monde les avait déjà jugés. La cérémonie devait se dérouler dans la chapelle du domaine. Mais à peine les cloches commencèrent-elles à sonner qu'un grondement monta du chemin. Une foule arrivait, voisins, commerçants, colons, marins, curieux. Ils criaient « Honte! Abomination! Le diable règne à la croix du vent !» Henri sortit sur la galerie, la main levée. « Mes amis, cria-t-il, ce que vous voyez n'est pas un crime, c'est un pardon. Tu insultes ta race, hurla un homme. Non, je la rachète, répondit-il. Les pierres commencèrent à pleuvoir. Une fenêtre vola en éclats. Les filles crièrent. Les 4 hommes se placèrent devant elles, comme un mur de chair. Mathieu reçut une pierre à l'épaule, ne bougea pas. Jean-Baptiste serra les poings, prêt à se battre. Mais le colonel leva la voix, plus forte que le vacarme. « Qu'on ouvre la chapelle !» Le curé, pâle comme la cire, s'avança. « Je ne peux pas. » Henri sortit un pistolet de sa veste. « Alors je bénirai moi-même. » Le silence tomba. Les flammes des torches dansaient dans les yeux du vieil homme. Il posa l'arme sur l'autel, ouvrit son registre et déclara « Au nom de la justice des hommes et du pardon de Dieu, je déclare ces unions faites. Que celui qui veut les briser soit maudit jusqu'à la 7e génération. » Puis il se tourna vers la foule, les yeux fous. « Regardez-les, vous voyez des scandales, moi je vois la fin des chaînes. » La foule recula, terrifiée. Personne n'osa s'approcher davantage. Les mariages furent célébrés dans le vacarme du vent et des cris lointains. Quand les cloches sonnèrent la fin, Saint-Pierre tout entière savait que quelque chose venait de mourir. Peut-être la raison, peut-être le vieux monde. Les jours suivants, le châtiment social commença. Les banques fermèrent leurs comptes. Les voisins refusèrent tout commerce. Les navires refusèrent d'acheter le sucre du domaine. La croix du vent devint un désert. Mais Henri, imperturbable, continuait à marcher chaque matin dans les champs, saluant ses ouvriers, parlant aux nouveaux couples comme à des égaux. « Le monde nous haïra, disait-il, mais l'histoire nous jugera. » Un soir, Rose entra dans son bureau. « Père, murmura-t-elle, pourquoi nous avoir condamnés ?» Il la regarda longuement. « Parce que je t'aime trop pour que ton nom repose sur l'esclavage. » « Et toi, qui te sauvera ?» Il sourit tristement. « Personne. C'est le prix du pardon. » Puis il ajouta, presque dans un souffle, « Le vent finira par me prendre, mais il vous laissera libre. » Et dehors, en effet, le vent se leva. Un vent lourd, chaud, chargé de sel et de cendres. Un vent qui allait désormais porter à travers l'île la rumeur d'une folie et la naissance d'une malédiction. Le scandale avait explosé, mais après la tempête vint un étrange silence. La ville se détourna du domaine de la Croix du Vent comme on détourne le regard d'un cadavre. Les marchés refusèrent son sucre, les églises murmurèrent des prières de damnation et les voisins changèrent de route pour ne plus croiser ses murs. Mais sur la colline, dans ce huis clos de honte et de défi, quelque chose se mit à pousser. Pas dans la terre, dans les cœurs. Henri de Montfaucon avait interdit toute visite extérieure. Il avait fermé la grille principale, ordonnant que personne ne franchisse le portail sans sa permission. Pendant 6 mois, le domaine devint un monde suspendu, un théâtre d'ombre où 8 âmes, 4 femmes et 4 hommes vivaient entre les ruines du passé et la promesse incertaine d'un avenir impossible. Chaque jour, au lever du soleil, les hommes travaillaient au champ ou à leur métier. Le soir, ils dînaient avec leurs futures épouses, sous la surveillance muette du colonel. Ce repas, au début,
n'était qu'une mascarade de silence. Mais peu à peu, les regards remplacèrent les mots. Madeleine et Mathieu. Madeleine, la plus fière, résistait comme une forteresse. Elle parlait peu, se tenait droite, froide, refusant même que leurs regards se croisent. Mais Mathieu, patient, observait. Ancien intendant, il connaissait le domaine mieux que quiconque. Il ne cherchait pas à plaire, seulement à prouver qu'il valait plus que l'image qu'on lui avait donnée. Un soir, il vint lui remettre les comptes de la sucrerie. « Vous ne me devez rien, » dit-elle sèchement. « Ce n'est pas une dette, madame, c'est un héritage. Vous devriez savoir ce que vous possédez. » Elle lui arracha les papiers, les parcourut, puis fronça les sourcils. « Ces chiffres sont justes. Je les ai appris de votre père. » « Et que vous a-t-il appris d'autre ? Que l'ordre sans justice n'est qu'une façade. » Ces mots, simples, restèrent gravés en elle. Le lendemain, pour la première fois, elle le regarda sans colère. Isabelle et Jean-Baptiste. Isabelle, plus douce, trouvait refuge dans l'art. Depuis son enfance, elle dessinait les collines, les visages, les fleurs. Quand elle découvrit que Jean-Baptiste sculptait le bois, elle lui demanda un jour: « Pourquoi sculptez-vous toujours des visages tristes ? Parce que les heureux ne laissent pas de traces. » Il lui montra une petite figurine, une femme assise, les yeux baissés. « C'est vous, dit-il. » Elle rougit. « Vous ne me connaissez pas. »« Si, je vous ai vu le jour où votre père a parlé. Vous aviez peur, mais pas honte. » Ce jour-là, elle resta longtemps à le regarder travailler. Chaque coup de ciseau sur le bois semblait effacer un peu de distance entre eux. Caroline et Siméon. Caroline passait ses journées à prier. Elle priait pour son père, pour ses sœurs, pour son salut. Mais la nuit, elle rêvait d'un chant africain qu'elle n'avait jamais entendu. Un matin, elle trouva Siméon cueillant des plantes près de la chapelle. « Vous soignez les corps, dit-elle. Savez-vous soigner les âmes? Les âmes, non, mais les peurs, oui. » Il lui offrit une infusion, faite d'herbes et de fleurs séchées. Elle la but, méfiante, puis sentit une chaleur douce la traverser. Que contient-elle? Ce que la terre nous donne pour apaiser la colère du ciel. Peu à peu, leurs échanges devinrent des confidences. Caroline lui demanda un jour: « Croyez-vous au pardon? Pas celui des prêtres, celui du vent. » Le vent? Oui, il efface les pas sans juger ceux qui les ont faits. Elle ne répondit pas, mais ce soir-là, elle pria sans peur. Rose et Étienne. Rose, la plus jeune, était la seule à parler encore haut. Son insolence masquait mal la confusion qu'elle portait. Étienne, lui, gardait le silence. Il jouait de la flûte le soir, assis près de la fontaine. Un soir, elle s'approcha. « Pourquoi jouez-vous toujours les mêmes airs ? Parce qu'ils changent selon celui qui écoute. Et que disent-ils pour vous? Qu'il faut apprendre à aimer ce qu'on nous interdit. » Elle le fixa longuement. « Mon père croit que tout ça peut laver nos fautes, mais il nous a condamnés. Peut-être. Ou peut-être qu'il a simplement ouvert la cage. » Rose ne sut que répondre. Elle resta là, à écouter sa musique, jusqu'à ce que la lune disparaisse. Les mois passèrent. Sous le regard du monde, la honte se transforma en murmure, puis en résignation. Dans le domaine, pourtant, quelque chose d'autre prenait racine. Des gestes discrets, des regards qui ne se fuyaient plus. Les dîners devinrent des conversations, les silences des confidences. La frontière invisible entre maîtres et anciens esclaves commença à s'effriter. Mais au-delà des murs, la colère du pays grandissait. À Saint-Pierre, on chuchotait que le domaine cachait un culte païen, que les filles du colonel étaient possédées. Des lettres anonymes arrivaient chaque semaine, promettant la ruine et la mort. Henri les lisait puis les brûlait une à une. Qu'il brûle. Ce feu, je l'ai allumé moi-même. Et dans ce feu, sans qu'il le sache encore, il avait condamné non seulement sa lignée, mais sa propre mémoire. Un soir de décembre, alors que le vent soufflait du large, le colonel rassembla tout le monde dans la salle à manger. « Le temps est venu, dit-il. » Les regards se croisèrent, lourds d'un pressentiment. « Dans 6 jours, les mariages auront lieu. Que Dieu nous juge.
Ce fut tout. Mais dans le silence qui suivit, chacun sentit qu'un cycle venait de se fermer, et que le prochain ne serait pas celui du pardon, mais de la perte. Le 25 octobre 1858, à l'aube, un ciel couleur de cuivre couvrait la Martinique. Le vent soufflait du large avec la violence des tempêtes venues d'Afrique, et les cannes pliaient comme si elles priaient. Dans la cour du domaine de la Croix-du-Vent, les serviteurs marchaient en silence, les yeux baissés. Ils savaient qu'ils allaient assister à quelque chose que l'île entière voulait oublier avant même que cela n'arrive. Dans la chapelle privée, les bougies brûlaient lentement, consumant l'air lourd de cire et de rhum. Le colonel Henri de Montfaucon, vêtu d'un habit sombre, attendait debout, le regard fixe. Ses filles, en blanc, paraissaient des spectres. Les 4 hommes, leurs futurs époux, se tenaient à leur côté, immobiles, conscients que chaque souffle pouvait être leur dernier. Le prêtre, envoyé en secret par un ami de Basse-Terre, transpirait de peur. « Monsieur le colonel, dit-il à voix basse, vous savez que si cela se sait, je serai excommunié. » Henri répondit calmement. « Et moi, je serai maudit. Nous serons donc égaux devant Dieu. » Il fit signe. Les cloches sonnèrent. Personne d'extérieur n'assista à la cérémonie, seulement les esclaves affranchis du domaine, silencieux, incrédules. Les mariages furent célébrés l'un après l'autre. À chaque échange de serments, Henri posait la main sur la Bible et murmurait « Que le sang se mêle et que la honte devienne mémoire ». Quand la dernière alliance fut glissée au doigt de Rose, un éclair traversa le ciel, suivi d'un grondement. Le tonnerre fit trembler les vitraux. Le prêtre, livide, fit le signe de croix. Henri, lui, sourit. « C'est le sceau de Dieu, dit-il. » La nouvelle des mariages se répandit à Saint-Pierre comme une peste. Les familles nobles jurèrent de ne plus jamais parler aux Montfaucon. Les commerçants retirèrent leur crédit. Les voisins fermèrent leurs portes. Et à la fin du mois, une lettre du gouverneur arriva. Le domaine de la Croix-du-Vent est banni de toute aide, commerce ou transaction jusqu'à nouvel ordre. Henri lut la lettre, la froissa et la jeta au feu. « Qu'ils brûlent avec moi, dit-il. » Mais sous ce vent de haine, la vie continuait. Les couples s'installèrent dans les pavillons du domaine que le colonel leur avait attribué. Il divisa les terres, donna à chacun une part égale, signa des actes officiels et déposa les copies chez le notaire. « Si je meurs, dit-il, tout leur appartiendra. »« Père, supplia Madeleine, arrêtez, vous avez déjà tout perdu. »« Pas encore. Il me reste mon nom, et je veux qu'il meure propre. » Le soir même, il réunit ses gendres et leur dit « Vous êtes désormais des Montfaucon. Ne l'oubliez jamais, même quand le monde vous traitera de bâtard. » Les 4 hommes baissèrent la tête. Ils savaient que cette parole, donnée dans la grandeur, deviendrait bientôt leur malédiction. Les mois qui suivirent furent lourds, étrangement paisibles. Le domaine vivait en autarcie. Les récoltes étaient suffisantes. Les habitants se serraient les coudes, et les couples, malgré la peur, apprenaient à s'aimer dans l'ombre. Mais sous la surface, la haine du dehors s'amassait comme un orage. Un soir de février 1859, Henri sentit une douleur brutale au cœur. Il se leva, chancela, tomba sur le parquet de son bureau. Avant que Madeleine n'arrive, il murmura « J'ai voulu sauver mon nom, et je l'ai enterré. » Il mourut cette nuit-là, seul, une main posée sur le registre de ses mariages, l'autre sur son revolver. On dit qu'au moment où son dernier souffle sortit, le vent s'arrêta net sur toute la colline. Les funérailles furent brèves et sans prêtre. Personne ne vint de la ville. Les 4 hommes portèrent le cercueil du colonel jusqu'à la petite colline derrière la chapelle. Les filles suivirent, voilées de noir. Rose murmura « Père, tu as voulu nous libérer, et nous voilà seuls. » Quand le cercueil fut descendu, Mathieu lança une poignée de terre rouge sur le bois. « Que ton sang repose dans la nôtre, » dit-il simplement. Le vent se remit à souffler, et ce fut comme si la montagne elle-même pleurait. Mais la mort du colonel ne libéra personne. Elle ouvrit la porte de l'enfer. Dès la semaine suivante, des cavaliers arrivèrent de Saint-Pierre, apportant une assignation du tribunal.
Les mariages Montfaucon sont déclarés nuls, le testateur jugé dément au moment de ses actes. Le notaire, sous pression, gela les titres de propriété. Les comptes furent bloqués. Les banques refusèrent de reconnaître les signatures. Et bientôt, les créanciers débarquèrent, exigeant remboursement immédiat. Le domaine, en quelques mois, devint une prison. Les récoltes s'entassaient sans acheteurs. Les ouvriers partirent, les amis disparurent, les murs se fissurèrent. Et dans les yeux des habitants, une peur nouvelle remplaça la honte, celle de la faim. Madeleine dit un soir à Mathieu, « Nous avons voulu être libres, mais la liberté n'a pas de toi. » Il répondit doucement, « La liberté n'a pas besoin de toi, elle dort dans le vent. » Mais quand les premières dettes furent saisies, quand les gardes vinrent clouer les portes, même le vent se tut. À Saint-Pierre, on célébrait déjà la chute des Montfaucon. Le vieux fou est mort, disait-il. Mais sur la colline, 4 femmes et 4 hommes continuaient à se battre, à aimer, à espérer, malgré la malédiction. Ils croyaient encore que le vent finirait par les absoudre. Ils ignoraient qu'ils ne pardonneraient à personne. La mort du colonel Henri de Montfaucon marqua le début d'un long effacement. Le vent lui-même semblait avoir changé de direction. Les champs de canne jaunissaient, la sucrerie restait muette, et les cris des ouvriers s'étaient tus. La croix du vent, jadis symbole de richesse, n'était plus qu'un tombeau debout. Ce que le colonel avait voulu laver par l'amour et la justice, le monde entier s'acharnait à le salir de nouveau. Les tribunaux de Saint-Pierre invalidèrent son testament. Ces terres furent placées sous contrôle provisoire par l'État colonial, à la demande de cousins éloignés. Le prêtre refusa de bénir sa tombe. Et la presse locale, avide de scandales, publia des phrases qu'on lisait à voix basse dans les cafés. Le sang blanc des Montfaucon, corrompu par les sauvages du domaine. La folie du vieil homme aura coûté la ruine d'un nom et d'une île. La vengeance du monde civilisé fut froide mais totale, et un à un, les couples qui avaient osé exister furent brisés. Madeleine et Mathieu furent les premiers à tomber. Leur pavillon, autrefois le plus vaste, fut saisi par des créanciers armés d'ordre judiciaire. Madeleine tenta de raisonner le juge, en vain. « Madame, dit-il, ces actes n'ont aucune valeur. Vous n'êtes pas légalement mariée. » Elle voulut protester, mais il ajouta, « Et même si vous l'étiez, vous ne seriez plus Montfaucon. Vous seriez rien. » Cette nuit-là, Mathieu fit ses bagages. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Là où le vent me mènera. »« Et moi ? Toi, tu as encore un nom. Garde-le, même si tu le détestes. » Le lendemain, elle se rendit au couvent de la Soldade, à Fort-de-France. Elle ne parla plus jamais. Mathieu, lui, disparut dans les montagnes du Nord, où certains disaient l'avoir vu soigner les blessés et guider les fugitifs. Mais personne ne le revit jamais. Isabelle et Jean-Baptiste résistèrent plus longtemps. Ils avaient ouvert un petit atelier de menuiserie dans l'ancien hangar du domaine. Les enfants des ouvriers y venaient parfois apprendre à tailler le bois. Mais un soir d'août 1861, des hommes masqués arrivèrent à cheval. Ils mirent le feu à l'atelier et frappèrent Jean-Baptiste. Isabelle hurla jusqu'à perdre la voix. Quand les flammes s'éteignirent, il ne restait que des cendres et un crucifix calciné. Au matin, ils ramassèrent ce qu'ils purent et prirent la route du port. On les vit monter sur un navire à destination de la Guyane, puis plus rien. Certains dirent qu'ils avaient changé de nom. D'autres qu'ils avaient péri en mer. Le vent, lui, garda le secret. Caroline et Siméon vivaient à l'écart, près de la chapelle. Elle priait encore chaque soir pour le repos de son père, lui préparait des remèdes pour les malades du village, qu'il soignait gratuitement. Mais les rumeurs grandissaient. Il pratique la sorcellerie, disaient les femmes à la messe. Elle a trahi sa foi pour un guérisseur païen. Caroline tomba enceinte en 1863. Le village s'enflamma. Le curé refusa de la confesser. La grossesse fut difficile et à la fin, elle mourut en couche, emportant le bébé avec elle. Siméon resta 3 jours auprès des 2 corps, sans manger ni parler. Puis, au lever du 4e jour, il creusa 2 tombes sous le grand manguier. Il déposa une pierre entre elles, sur laquelle il grava « La foi sans amour n'est qu'une prison ». Ensuite,
il quitta le domaine. Certains dirent qu'il vivait comme un ermite près des sources chaudes, d'autres qu'il s'était noyé volontairement. Le vent, encore une fois, se tut. Rose et Étienne furent les derniers. Ils étaient restés dans la maison principale, refusant d'abandonner le souvenir du colonel. Leur amour, fragile mais réel, survivait malgré la faim et la peur. Étienne continuait de jouer de la flûte dans les soirées de tempête. Rose disait que, tant qu'il jouait, la maison respirait. Mais en mars 1865, une nouvelle lettre arriva. Le gouverneur ordonnait la confiscation définitive du domaine. Les terres allaient être vendues à des colons venus de Bordeaux. Leur maison serait détruite. Étienne jura qu'il ne partirait pas. On ne chasse pas les fantômes de leur tombe. Cette nuit-là, il monta sur le toit et souffla dans sa flûte jusqu'à l'aube. Au matin, il n'était plus là. Certains dirent qu'il avait marché jusqu'à la falaise et qu'il s'était jeté à la mer. Rose resta seule dans la maison vide. Elle accoucha d'un fils quelques mois plus tard, un enfant qu'elle nomma Antoine. Mais le monde ne voulait pas d'un héritier métis. On lui retira tout. La croix du vent fut rasée pierre par pierre, la chapelle incendiée. Le nom des Montfaucon effacé des registres. Rose mourut en 1872 de tuberculose. Son fils fut recueilli par une famille de pêcheurs et prit plus tard le nom de Sylvain, nom commun, anonyme, pour survivre dans un monde où les mémoires maudites n'avaient plus de place. En 1883, le dernier notaire qui connaissait l'histoire écrivit dans son carnet « Le domaine de la Croix du Vent n'a jamais existé officiellement. Aucun mariage, aucune descendance légitime. Mais parfois, quand le vent souffle du sud, on dit qu'on entend une flûte et 4 voix de femmes chantant dans la nuit. » Personne ne chercha à savoir si c'était vrai. Car en Martinique, les fantômes ont meilleure mémoire que les hommes. Les années passèrent comme une marée lente. Les collines qui dominaient Saint-Pierre reprirent leur calme trompeur, recouvertes d'herbes hautes et de cendres. Là où se dressait autrefois la croix du vent, il ne restait que des pierres noircies, des fondations rongées par les pluies, et quelques fragments de fer tordus. Le vent, lui, continuait de souffler, libre et muet. Mais ceux qui vivaient à ses pieds savaient qu'il n'était pas tout à fait seul. On racontait qu'à la tombée du soir, les chevaux refusaient d'approcher la colline, que les torches s'éteignaient toutes seules, comme si l'air manquait, et que, certaines nuits, quand la mer grondait, on entendait une flûte au loin, un air triste, joué par une main invisible. Les pêcheurs disaient « C'est Étienne qui appelle le vent ». Les femmes du marché répondaient « Non, c'est Rose qui pleure encore ses sœurs ». Mais dans les livres, dans les registres de l'État, dans les actes notariés, il ne restait rien. La famille Montfaucon avait été effacée, leurs terres redistribuées, leurs chapelles démolies, leurs noms rayés. Même leurs portraits, jadis accrochés dans les salons de Saint-Pierre, avaient disparu dans les ventes aux enchères. Ceux qui en parlaient encore le faisaient à voix basse, comme on parle d'un péché ancien. En 1885, un jeune instituteur nommé Louis Dufresne arriva à Saint-Pierre pour ouvrir une école rurale. Il logeait dans une petite maison au pied de la colline. Chaque matin, il montait par les sentiers envahis d'herbe pour observer la mer. Un jour, un vieil homme créole, ridé et presque aveugle, l'interpella. « Monsieur, ne restez pas là-haut après le coucher du soleil. »« Pourquoi donc ?» demanda Louis. « Parce que le vent y garde les noms des morts, et il n'aime pas les étrangers. » Intrigué, Louis revint le soir suivant. Le vent soufflait fort, et dans le bruissement des feuilles, il crut entendre une mélodie, une flûte, puis des voix de femmes, lointaines, entremêlées. Il descendit précipitamment, le cœur battant. Le lendemain, il demanda au vieil homme « Qui sont-ils » ?« Les Montfaucon, répondit-il, ceux qui ont voulu défier le monde. » Le vieil homme s'appelait Antoine Sylvain, c'était le fils de Rose et d'Étienne. Il portait dans son regard clair le reflet de 2 mondes. Louis s'assit près de lui. « Racontez-moi, dit-il. » Et Antoine parla lentement de son enfance sans nom, des histoires chuchotées par les pêcheurs, des rumeurs de mariage interdits et d'un vent qui ne dormait jamais.
J'ai grandi avec les ombres, dit-il. On m'a appris à me taire, mais le vent, lui, parle encore pour eux. Louis prit des notes. Chaque soir, il revenait écouter, fasciné. Peu à peu, les fragments s'assemblèrent. 4 filles, 4 hommes, un père, un serment, une malédiction. Mais chaque détail semblait venir d'un autre temps, d'un rêve partagé par tout un peuple. Les dates changeaient selon les voix. Les noms aussi. Certains disaient « Montfaucon », d'autres « Montréal », d'autres encore « La Maison du Vent ». Pourtant, la trame restait la même. 1 an plus tard, Louis publia dans un petit journal local un article intitulé « La légende du vent de la montagne rouge ». Il y décrivait l'histoire d'un colon qui, rongé par la culpabilité, avait marié ses filles à ses esclaves pour briser la chaîne du péché. Le texte circula dans les villages, porté de main en main. Certains y virent une parabole morale, d'autres un blasphème. L'Église exigea le retrait du journal, mais la légende était déjà sortie du silence. Les enfants de l'école, fascinés, commencèrent à répéter les noms à voix haute. Madeleine, Isabelle, Caroline, Rose. Et leurs camarades de couleur ajoutaient Mathieu, Jean-Baptiste, Siméon, Étienne. En jouant, ils disaient « Toi, tu seras la fille du vent ». Et ces mots, innocents, ramenèrent à la vie ce que la haine avait voulu enterrer. Au fil des années, la légende se transforma. Certains disaient que les mariages avaient vraiment eu lieu, d'autres qu'ils étaient symboliques, une sorte de pacte mystique entre races. Des poètes créoles commencèrent à évoquer la Dame du Vent dans leurs chants. Les marins prêtaient serment sur son nom avant de prendre la mer, et les femmes, quand elles donnaient naissance à un enfant à la peau claire, disaient avec pudeur « C'est le vent de la croix qui est passé par là ». Le souvenir du scandale devint un mythe, le mythe une prière, et la prière une chanson. Un siècle plus tard, en 1958, un archéologue découvrit, sous les racines d'un vieux manguier, une pierre gravée. Le sang s'efface, mais le vent demeure. Il ne comprit pas, mais les anciens du village sourirent. Ils savaient, car sur la colline, quand la mer se déchaîne et que le ciel devient rouge, on entend encore 4 voix de femmes et 4 voix d'hommes chanter ensemble un cantique sans parole. Leurs ombres dansent entre les cannes, et le vent, ce vent du passé, continue de raconter à ceux qui savent écouter. Ici, le sang s'est mêlé. Ici, la honte est devenue mémoire. L'histoire aurait pu s'arrêter là, ensevelie sous un siècle d'oubli et de poussière. Mais certaines mémoires refusent la mort. Elles se glissent dans le sang, se cachent dans les rêves, réapparaissent au moment où l'on s'y attend le moins. Et en 2002, presque 150 ans après la chute de la Croix du Vent, le vent se remit à parler. Ce fut un jeune homme, Gabriel Sylvain, qui entendit sa voix le premier. Il était photographe pour un journal de Fort-de-France, curieux de tout, passionné par les ruines et les histoires qu'elles racontaient. Un jour, en explorant les hauteurs de Saint-Pierre, il trouva un sentier envahi par les herbes, oublié des cartes. Le guide local refusa de le suivre. Pas là-haut, non, c'est la montagne du vent. Et qu'y a-t-il là-haut? Rien que des morts qui ne dorment pas. Gabriel sourit. Mais au fond, il sentit une curiosité étrange, comme si le vent lui-même voulait qu'il monte. Après 1 heure de marche, il arriva devant un champ vide. Rien qu'une étendue de pierre couverte de mousse, et au centre, un grand manguier tordu par le temps. Le vent soufflait, fort, irrégulier, presque comme un souffle humain. Gabriel leva son appareil photo et prit un cliché. Quand il le développa plus tard, il vit entre 2 branches une forme floue, 8 silhouettes alignées, 4 hommes et 4 femmes. Il pensa d'abord à un effet d'ombre, mais l'une des figures semblait le regarder. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il rêva d'une maison blanche, d'un vieil homme aux yeux sévères et de 4 femmes vêtues de deuil. Au réveil, il avait le cœur battant. Quelque chose en lui avait bougé, une reconnaissance ancienne, inexplicable. Les jours suivants, il revint encore et encore. Sous le manguier, il trouva un morceau de pierre plate.
En grattant la terre, il découvrit une gravure presque effacée. Le sang s'efface, mais le vent demeure. Il resta figé. Ces mots, il les avait déjà entendus dans la bouche de sa grand-mère morte quelques années plus tôt. Elle lui disait souvent, quand il posait trop de questions sur leur famille, « Ne cherche pas, le vent se souvient mieux que nous ». Gabriel comprit alors qu'il portait lui aussi le nom Sylvain, le même que celui d'Antoine, le fils de Rose et d'Étienne, et que sans le savoir, il était peut-être le dernier maillon d'une lignée effacée. Il décida de chercher la vérité. Pendant des mois, il fouilla les archives, interrogea les anciens, visita les couvents et les registres d'état civil. Partout, le même trou, la même absence. Le nom Montfaucon n'apparaissait nulle part après 1859. Mais dans les marges d'un registre paroissial, il trouva une annotation. Union illicite entre 4 demoiselles et 4 hommes de condition affranchie, célébrée sans approbation officielle. À côté, un mot presque effacé, Saint-Roch. Saint-Roch, c'était le nom de la chapelle du domaine. La preuve existait, la légende était vraie. Gabriel contacta un historien local, docteur Marcelin, spécialiste de l'esclavage colonial. Ils passèrent des semaines à reconstituer les fragments. Ils trouvèrent des lettres, des factures, un carnet de comptes, un dessin signé IB, probablement Isabelle, représentant une maison entourée de cannes et d'un grand arbre. Peu à peu, la croix du vent reprit forme. Le mythe devenait histoire. « Vous comprenez ce que cela veut dire ?» demanda l'historien. « Que le premier mariage mixte officiel des Antilles françaises a eu lieu ici, » répondit Gabriel. « Et qu'on a voulu l'effacer, » ajouta Marcelin. « Alors on va le ressusciter. » En 2005, ils organisèrent une cérémonie symbolique sur les ruines du domaine. Des habitants, des descendants d'anciens travailleurs, des musiciens et des prêtres vinrent de toute l'île. Sous le grand manguier, ils installèrent une plaque commémorative, à la mémoire des Montfaucon et de ceux qu'ils ont aimés. En 1868, ils ont défié la peur et donné au vent le nom de la liberté. Ce jour-là, le vent soufflait fort, comme autrefois. Il traversait les collines, soulevait la poussière, faisait vibrer les tambours et les robes. On aurait dit qu'il chantait. Gabriel prit une dernière photo. La foule rassemblée, les fleurs, la plaque, et dans le fond, la mer qui miroitait. Quand il développa l'image, il vit, à peine visible, presque transparente, 8 silhouettes floues debout derrière la foule. 4 femmes, 4 hommes. Leur regard semblait calme, apaisé. Il sourit. « Alors vous étiez bien là, » murmura-t-il. Il referma l'appareil, posa la main sur la pierre, et le vent se leva une dernière fois, chaud, doux, presque humain. « Nous ne sommes plus honteux, disait-il, nous sommes enfin mémoire. » Aujourd'hui, les habitants appellent encore la colline la montagne du vent. Les enfants y viennent jouer, les couples y déposent des fleurs. Et les soirs de cyclone, quand le ciel devient rouge et que les rafales hurlent à travers les arbres, on jure entendre un chant porté par les nuages, une flûte, 4 voix de femmes, 4 voix d'hommes. Et quelque part, dans la rumeur du vent, une phrase qui ne s'éteint jamais. Le sang s'efface, mais le vent demeure.